Madame, Monsieur, bonjour. Bonjour Louise, bonjour Michel. Bonjour. Eh bien, pour notre troisième émission, nous allons continuer ce que nous avons commencé l'émission dernière et on va éclaircir un peu certains points qui paraissent un peu confus. Quant à la liste, n'est-ce pas? Vous m'avez fait, avant l'émission, une réflexion. J'aimerais que vous la posiez pour le bénéfice des téléspectateurs. Bon, la grille qui est déjà établie, est-ce qu'elle est utilisée par les conservateurs des musées ou encore par les collectionneurs? Si elle est utilisée, ils ne vont pas l'afficher pour dire, moi, je me suis basé sur la grille pour choisir tel ou tel tableau. Mais s'ils l'emploient, ils ne font jamais gaffe. Ils vont taper toujours juste. Cette grille est infaillible. Elle a été approuvée par nul autre que Maurice Girardin. Notez ce nom. Maurice Girardin est le Kurnonski de la peinture. Il y a le Kurnonski de la cuisine, du goût, le prince des gastronomes, Kurnonski. Et il y a Maurice Girardin, le prince des connaisseurs. Maurice Girardin avait 10 ans d'avance sur les experts, quand il commentait un tableau, 20 ans d'avance sur les amateurs et 30 ans d'avance sur le public. Il pouvait connaître 10 ans d'avance, ce tableau va au musée. Et quand il disait, ce tableau me fait signe, tout le monde allait pour signer un contrat avec le peintre. Il a approuvé ce test. Il est infaillible. Et quand Armand Drouin a voulu le mettre en exécution, en chantier, il a consulté Maurice Girardin. Et Maurice Girardin, toujours, quand ils étaient du jury et l'un et l'autre, ils arrivaient toujours à juger du même côté. Exemple, Bernard Buffet. Le prix de la jeune peinture. Il y avait du jury. Armand Drouin et Girardin. Maurice Girardin. Et ce Maurice Girardin a voté pour le buveur de Bernard Buffet. Vous connaissez Bernard Buffet avec ses lignes, avec ses cernes tout noires. Un des jurys disait à Maurice Girardin, ce buveur a l'air d'attendre quelqu'un qui ne viendra jamais. Il dit, il a rendez-vous avec moi et je suis au rendez-vous. Il a voté pour lui et Drouin seulement. Il n'a pas été accepté. Un certain Cortot, le fils du musicien Cortot, a pris le prix. Aujourd'hui, personne n'entend parler de Cortot, tandis que Bernard Buffet, il a son musée construit par le Japon, privé. Pour lui, de loin, vous lisez sa signature, anguleuse, Bernard Buffet. Et Maurice Girardin a voté pour lui, Armand Drouin, les deux, a voté pour lui. Ce qui veut dire que, évidemment, ils ne veulent pas prendre ça par orgueil, peut-être, je ne sais pas. Est-ce que la grille s'appliquerait autant pour la peinture dite traditionnelle que la peinture dite expérimentale? Oui, et c'est grâce à la peinture. Qu'est-ce que vous entendez par peinture expérimentale? La peinture actuelle, où on fait des collages, où on ajoute des broches, où on ajoute des pièces de bois sur une toile. Là, vous avez dit un mot, la peinture expérimentale. Ce n'est pas la peinture expérimentale. Ça, c'est la peinture, ou sculpture si vous voulez, c'est la peinture, sculpture, objet. Pourquoi objet? Parce que le peintre, s'il veut dessiner, représenter dans son tableau, mettons, mettons une cruche. Il va prendre une cruche toute faite et il va la coller. Il va la mettre sur un piédestal et il présente ça comme sculpture. Il va prendre un violon, un vieux violon. Il va le visser sur un tableau. Ça, ce n'est pas de la peinture expérimentale. Vous appelez la expérimentale si vous voulez, mais je dirais que c'est de la peinture objet, de la sculpture objet. Au lieu que le peintre prenne le temps et la volonté d'exprimer lui-même avec une matière
qui ne correspond rien à l'objet qu'il va représenter et qu'il en fasse un objet, qu'il recrée un objet. D'accord? Mais ils ne le font pas aujourd'hui, les peintres. Les peintres, c'est des fainéants. Ils vont prendre l'objet tel qu'il est, ils le collent, et puis voilà, mon œuvre, son œuvre. Qu'est-ce qu'ils font? C'est des peintres. Avant eux, il y a eu les dadaïstes. Les dadaïstes, ils exposaient leur pot de chambre. Les dadaïstes se réunissaient à leur taverne et ils faisaient une peinture d'un âne. Mais ils ne faisaient pas la peinture de l'âne. Ils demandaient à l'âne de faire une peinture. Ils prenaient le pot, mettaient sous la queue de l'âne avec une toile blanche, ils le chatouillaient un peu et l'âne qui avait saucé sa queue dans la couleur, il chatouillait et il remuait sa queue et il mettait de la couleur. Ils ont fait un tableau, les dadaïstes, à ne rien faire, à voir l'âne avec sa queue barbouiller une toile. Ils ont mis la toile au fond et tous voulaient lui donner un titre. Quel est ce titre? Coucher de soleil sur l'Adriatique, qui se trouve chez un bon collectionneur aujourd'hui. C'est parce qu'il y a l'histoire. Alors, le dadaïsme existait déjà. Ce que les gens font aujourd'hui, c'est de la cuisine qui est réchauffée, ça. Ça a été déjà fait. D'ailleurs, je vous dis en toute candeur et franchise qu'en Europe, la peinture retourne en arrière. Comme aujourd'hui la musique. Vous avez de nos jours, on appelle ça la musique, le nouvel âge. Eh bien, la musique, le nouvel âge, aujourd'hui, ceux qui font la musique, qu'est-ce qu'ils font? Ils reviennent en arrière. La musique rétro. Comme par exemple, nous avons un jeune qui promet beaucoup, Pascal Languirand. Lui, il revient le plus loin possible. Il n'a pu revenir plus loin que les grégoriens, les chants grégoriens. Alors là, il base sa musique sur les choses anciennes. Et ce mouvement n'est pas seulement chez les musiciens, mais il est aussi chez les peintres. Louis Kahn, qui était le grand Manitou de la peinture abstraite de notre époque, en France, avec Gina Pane, c'est une italienne, française d'origine italienne, était le chef de file de l'abstrait. Aujourd'hui, il revient à la chose représentative. C'est ça. Oui, vous vouliez me poser une question. Vous nous avez parlé de la couleur, la sonorité. Il me semble que ces deux choses-là vont ensemble. Ils vont ensemble. Élaborer. Couleur et sonorité. C'est comme si vous prenez, par exemple, un violon, et avec vous jouez du violon, et le violon émet un timbre. Le violon, c'est la couleur, la matière. La sonorité, c'est le son qu'émet ce violon. La même chose d'ailleurs pour la personnalité dans la conception et personnalité dans l'exécution. La personnalité dans la conception, c'est le style. La personnalité dans l'exécution, c'est la facture. Ce que vous employez comme matière et la manière dont vous l'appliquez sur la toile. C'est votre facture, c'est votre carte d'identité, c'est votre marque de fabrique. Et qu'est-ce qui fait, par exemple, quand vous employez la couleur et la sonorité, qu'est-ce qui fait que dans votre peinture, il y a la sonorité? C'est parce que vous employez des couleurs qui sont sonores. Ça donne de la sonorité. Et si votre peinture est fade, c'est parce que vous avez employé des couleurs fades qui ne sont pas sonores. Quelles sont les couleurs les plus fades? C'est le blanc. Employez le blanc et votre peinture va ternir. C'est pour cela, moi je dis toujours dans mes cours, le poison. Vous n'emploierez jamais le poison. Maintenant, on disait que le blanc, c'est du soleil en tube. Rien n'est plus faux. Et un tube de blanc devrait se vendre une fortune. Pourquoi? Parce qu'il considère qu'il faut l'employer avec parcimonie.
Et quand on l'emploie avec parcimonie, il devient cher. Donc c'est pour cela, vous n'employez pas beaucoup de blanc, votre tableau devient sonore. Et croyez-moi, éliminez tout le blanc qui se trouve dans nos peintures ici, dans la province, éliminez ce blanc et la province va flamber, va s'illuminer. Donc, moins de blanc, on reconnaît un peintre au peu de blanc qu'il emploie. C'est pour cela, couleur, sonorité. Vous voulez avoir couleur, sonorité, employez donc le moins possible de blanc. Et votre tableau sonne. Voilà. La même chose, personnalité conception, personnalité exécution, c'est votre marque de fabrique, comme je disais. On vous reconnaît d'après votre exécution. Comme par exemple, vous, Michel, quand vous tournez le dos et vous vous éloignez au bout d'une rue, on va vous reconnaître quand même si on vous voit de l'arrière. Et quand on voit votre tableau, la façon dont vous l'exécutez, on va vous reconnaître. Pas besoin de lire votre signature. Vous ne lisez pas la signature d'un tableau de Van Gogh. Quand même, vous allez reconnaître un Gauguin du premier coup d'œil, un Francis Bacon du premier coup d'œil, un Riopelle, clic, un petit clic, ça y est. Et la personnalité dans l'exécution, quand Riopelle travaille pendant une nuit ou 2 nuits sur un tableau sans arrêt, il faut qu'il le finisse. Une fois, le matin, il a travaillé toute la nuit, il le regarde, il ne lui plaît pas. Il l'annule. Et pourquoi? Parce que on revient là à la sincérité. Il ne travaille pas pour telle ou telle personne. On ne lui commande pas une série sur tel sujet. N'est-ce pas? Ça, c'est la sincérité. Tenez, vous avez un poète, Gebran Khalil, un Libanais, qui disait, vous, le peintre, vous devez chanter, vous devez peindre comme l'oiseau chante. Et l'oiseau, quand il chante, il ne fait pas attention qui passe dans la forêt. Il ne choisit pas ses auditeurs, l'oiseau. Il chante. Et le jasmin, quand il émane c'est son parfum, il va se soucier peu de celui qui passe sur le chemin à côté. Et le peintre devrait, de la même façon, peindre son tableau pour lui. Il est seul au monde. Parce que le tableau qu'il fait est unique. Il ne réfère à rien. C'est son pain quotidien. C'est sa vie. C'est l'oxygène qui va le purifier. C'est ça la sincérité. Tous ceux qui sont au Louvre, tous ceux qui sont dans les musées, ils ont ces 5-là. Il n'y en a pas un de moins. S'il y en a un qui manque, éliminez. Le test est là. Il a fait ses preuves. Et quand Maurice Girardin est venu donner son approbation à ce test, eh bien, ça veut tout dire. Et Maurice Girardin, oui, allez-y. Quand vous parlez de sincérité puis de commande, Oui. il y a des peintres qui sont actuellement dans les musées qui ont eu également des commandes. Leur sincérité n'est pas mise en doute pour autant. Donnez-moi un exemple. Vous avez eu, à un certain moment donné, des gens qu'on allait voir pour avoir, si on prend Michel-Ange. Oui. On lui a commandé la chapelle Sixtine. Oui, attendez. C'était une commande. Attendez. Oui, d'accord. C'est une commande. Il y a ce qu'on appelle le travail collectif. Dans le temps, il n'y avait pas les acheteurs. Il n'y avait pas le marché de l'art. Vous en convenez. Il y avait les mécènes. Le pape est là, c'est lui qui donne les commandes. Le prince est là, tel empereur, tel ci, c'est eux. Et ces gens-là, quand ils donnaient leurs commandes, ils ne disaient pas « je veux avoir ci, je veux avoir ça ». Ils respectaient, ils sentaient le génie du peintre qui est en face d'eux. Ils le laissaient faire parce qu'ils savaient que c'est un génie. Et alors, l'argent, pour eux, ça ne comptait pas. Et quand il y avait des gens qui venaient les critiquer, comme Michel-Ange, on raconte, oui, quand il faisait la chapelle Sixtine, il y en a un de ses curés qui est venu le critiquer, il faisait le jugement dernier, il a pris la photo de gens, il l'a renversé, il l'a envoyé à l'enfer.
comprenez? Donc, c'est des gens qui sont sincères. Il y en a beaucoup de peintres modernes qui sont très connus, qui ont accepté de faire le portrait de telle femme riche, de tel homme d'affaires. Ils payaient beaucoup. Oui, ils faisaient à leur manière. C'est-à-dire que la personne était méconnaissable. Méconnaissable. Mais pour le peintre, c'est ça, c'est comme ça qu'il conçoit son œuvre. Et c'est comme ça que ça doit être exposé. Et je vous donne l'exemple de Titien. Quand il était vieux, il a vécu jusqu'à presque 100 ans, Titien. Il a reçu une commande et il a fait, dans ses vieux jours, sa main tremblait. La personne qui venait pour prendre son portrait, il n'a pas accepté. Il a dit, vous me le laissez ici. Il a pris son plus gros pinceau et il a signé le tableau d'un coin à l'autre, en diagonale. Tiziano. Et c'est au musée du Vatican, aujourd'hui. Donc, voyez-vous, ce sont des gens qui travaillent pour eux-mêmes. Et j'insiste là-dessus. Il y en a qui prétendent que non. Les gens qui travaillent pour ça, c'est de la foutaise. Il y en a qui travaillent l'argent pour l'argent. J'en ai parlé dans l'émission, dans mon programme l'année dernière. On ne va pas en revenir tout le temps. Mais que ce soit compris que la sincérité, comme je vous disais, est la cheville ouvrière d'un artiste. Maintenant, prenez Bouguereau, qui a été là au musée. Eh bien, Bouguereau, je regrette, je vais lui consacrer une émission spéciale, lui, et les peintres, les classiques. Les classiques et les académiques. Il y en a beaucoup qui confondent. Ça, c'est un peintre classique, académique, comme si c'était synonyme. Or, c'est le contraire, tout à fait contraire. Ingres, qui était, Bouguereau qui était élève d'Ingres, et Ingres était élève de David. Eh bien, Ingres est un classique, Bouguereau est un académique, et c'est le même genre. Allez au Louvre, vous allez trouver Ingres dans toute sa splendeur. Allez au Louvre, qu'est-ce qu'il y a de Bouguereau? Il y en a peut-être qu'un tableau. La naissance de Vénus, un gros tableau. Mais je laisse ça pour mon émission, là où je vais travailler, et je vous raconterai des choses qui sont vraiment sensationnelles là-dessus. Sur le Louvre et les impressionnistes, et comment ils sont en train de faire une salade dans le quai d'Orsay, où ils vont exposer n'importe quoi, même des meubles d'époque. Ils ont des places absolument fantastiques. Grande surface. Ils ne peuvent pas arriver à les combler. Les impressionnistes ont été achetés par les étrangers, par les Américains. Barnes, tout seul, a 52 Cézanne. Ils valent $1 milliard. Je parlerai de lui dans d'autres circonstances. Mais sincérité, il faut être sincère. Si vous travaillez, écoutez, d'après ce test, savez-vous qu'est-ce qu'il a dit Armand Drouin? Il a dit sur 5000 peintres, il y en a un seul qui va au musée. C'est-à-dire sur 5000 peintres, je ne dis pas amateurs, mais professionnels aussi. Sur 5000 peintres professionnels, il y en a un seul qui possède ces 5 qui vont l'emmener éternel au musée. Imaginez. Et le 1 sur 5000, c'est un chiffre, d'après lui, moi je l'ai connu personnellement, il était très gentil, très aimable. Il voulait aider les gens. Quand j'allais chez lui, je lui montrais mes tableaux, il ne me quittait pas. Ça et ça. Donc, lui, Armand Drouin, c'est pas dans son livre, mais il a dit que, même si vous prenez les critiques d'art aussi, sur 5000 critiques d'art, il y en a un seul dont les œuvres vont être dans les bibliothèques. Les autres, tout ce qu'ils ont écrit, ça ne soulève que de la poussière. 1 sur 5000. Prenez les chanteurs, les compositeurs. Combien il y en a des jeunes qui chantent, qui montent sur le scène? Ah, non, et ça dit de tout. Qu'est-ce que ça donne? 1
sur 5000. Nommez-moi dans l'histoire, mettons pas le Canada est jeune, mais prenons l'Europe, prenons la France. C'est pas Mère Patrick, on disait quelques-uns. Eh bien, là, combien vous pouvez nommer de chanteurs? De chanteurs comme Gilles Vigneault et compagnie, combien il en reste? Combien on a chanté? Il y en a 1 sur 5000. C'est une moyenne qui joue là. Et 1 sur 5000, c'est un peu partout, dans n'importe quel corps de métier, évidemment, culturel, scientifique et artistique. Mais, vous dites, mais tout le monde ne peut pas aller au musée. Je suis d'accord avec vous. Ici, est-ce que vous pensez que tous ceux qui vont au musée, et ils sont éternels, je vais vous expliquer comment ils vivent, ces gens-là. Ces gens-là, on va les placer dans un domaine. C'est un grand château immense. Dans ce château n'entrent que ceux qui ont les 5 lois. Prenons, moi, si j'ai à les placer ces gens-là, je vais les mettre sur une grande table. Ils veulent prendre le repas. Chacun a sa place. 2 camps, les anciens et les modernes. Classiques, et à partir des impressionnistes jusqu'à nos jours, et de l'impressionnisme aller jusqu'au XIIe siècle. Eh bien, à un bout de la table, les anciens, il y en a qui vont placer Rembrandt tout de suite, au Mono. Je placerai Titien, le Titien. Et à l'autre bout, à tout seigneur, tout honneur, Cézanne. À sa droite, il y a Gauguin. À sa gauche, il y a Van Gogh. C'est la Sainte Trinité. Le Père, Cézanne, le Fils, Gauguin, et le Saint-Esprit, qui n'est pas Saint d'Esprit, disons, Van Gogh. Vous comprenez? Alors, mais il y a Riopelle, il y a, par exemple, je ne sais pas, toutes sortes de peintres, Vlaminck. OK, ils sont là, mais ils sont assis quelque part. Mais il y en a qui ne sont pas à table, il y en a qui sont maîtres d'hôtel. Moi, je verrai Riopelle étant maître d'hôtel. Parce que parmi ces gens-là, il y en a qui sont marmitons, mais ils sont éternels. Comme l'homme à qui on a coupé les bras, les jambes et tout, c'est des culs de jade. Mais ils sont vivants quand même. Ils sont vivants. Mais les autres, ils sont morts, les autres, les Bouguereau et compagnie. Ils sont vivants. C'est-à-dire que, évidemment, on va prendre la rose, mais les fleurs des champs méritent encore d'être cueillies. Voyez-vous, c'est la même chose pour les artistes. Eh bien, je vais vous demander, pour le peu de temps qui nous reste, Lise Daou, dites-moi comment vous concevez comment vous faites votre affaire. Moi, j'adore travailler le paysage. Je sais, vous aimez travailler en pleine nature. Oui. Et C'est très j'aime bien. le personnage également. Alors, j'essaie d'aller les chercher. Vous n'avez pas l'exemple, mais je suis allée travailler avec les clochards du Vieux-Montréal. Oui. J'aime ces figures intéressantes qui ont des expressions. J'en ai pas apporté. Je ne vous ai pas apporté ça aujourd'hui, mais c'est des figures que j'aime travailler. Et là, c'est un paysage d'hiver, c'est rare que j'en fais. J'aime beaucoup la couleur, c'est peut-être pour ça que qui m'a attiré celui-là de la composition. Mais j'ai profité, disons, les derniers Travaillez-vous jours. d'après nature? Oui. Bon, travaillez-vous d'après photo, des fois? À l'occasion, pour les grandes toiles, les compositions, des fois, on ne peut pas travailler ça à l'extérieur, c'est évident. Oui, certainement, vous ne pouvez pas... vous allez faire des croquis, vous allez faire des études, et si la personne n'est pas là, vous prenez des photos comme aide-mémoire. Comme aide-mémoire, mais le croquis est important. Oui. C'est le croquis qui est la base. Oui. Et avec une accumulation d'aide-mémoire, comme les photos. Je parlais avec de blanc. Est-ce que vous employez beaucoup de blanc? Non, peu. Vous n'en enlevez J'emploie- pas assez. Vous employez un peu trop aussi. Je J'emploie vois. beaucoup des mélanges de couleurs, côte à côte. Bon, vous, il y a la peinture d'aplat, il y a la peinture qui est modelée et la modulation.
dans quelle catégorie vous vous placez, vous. Et je vous ai expliqué ça à l'école. Oui. Ce n'est pas de l'aplat. J'avoue, ce n'est pas de l'aplat. Ce n'est pas du tout. modelé. Non plus. Pourquoi? Parce que le modelé, c'est quand ça tournera. On va donner une émission spéciale sur le modelé, modulation et l'aplat. Vous êtes de la modulation. C'est-à-dire, ça a commencé avec Cézanne, la modulation. Et ça s'est terminé avec les aplats, qui est un retour au primitivisme, aux gens qui ont dessiné dans les cavernes. Mais il est Almatra. toujours plus facile d'avoir quelqu'un qui nous dise où on se situe. Nous, souvent, on ne choisit pas comment Vous êtes mieux de ne travaille. rien vous dire et que vous travaillez selon votre tempérament, sur ce que vous... Comment on Écoutez, se sent. un peintre, je finis en vous disant ça, il ne nous reste pas beaucoup de temps, un peintre peut tout savoir. C'est Matisse qui a dit ça. Il peut tout savoir. Mais devant une peinture, devant sa toile blanche, il doit tout oublier. Il n'a pas dit « doit tout savoir ». Il a dit « un peintre peut tout savoir ». Et devant sa toile blanche, il n'a pas dit « il peut tout oublier ». Il doit tout oublier. Oubliez donc tout ce que je vous ai raconté jusque-là, à l'école. Gardez-le dans votre subconscient. Si vous placez-vous devant votre toile blanche et soyez sûr que les bonnes idées vont vous venir à temps, quand il le faut. Parce que l'homme ne conserve que ce qui lui plaît, il n'émet que ce qui lui plaît. Et il ne garde que ce qui lui plaît. Donc, soyez, comme on disait de Gebran, comme l'oiseau chante. Chantez et vous êtes sur la bonne voie. Je vous inviterai pour encore une autre émission où on parlera de vos clochards. Et vous nous expliquerez un peu un autre genre. Alors, je vous remercie. À la prochaine. Merci tout le monde. Au revoir.